Nous parlons maintenant de l'Europe, de cette pan-européenne que nous connaissons et que nous voudrions, avec nos invités, essayer d'éclairer. Certains, vous allez les entendre, pensent que l'Europe est entrée dans une longue phase de croissance plate, autour de 1%, et on a l'impression que l'euro est plombé à la fois par les dettes dont on vient de parler, par les divergences trop fortes entre les économies de la zone, par une gouvernance incomplète, ou anachronique, par une absence d'investissement, on en vient d'en parler aussi, et par l'absence d'une politique de change, aussi par des désaccords politiques européens, ça fait beaucoup, et tout ça, bien évidemment, pèse sur l'union monétaire et sur l'Europe d'une manière générale. Que faire aujourd'hui? Je vous propose donc de procéder de la manière suivante. Nous allons d'abord donner la parole à un économiste étranger. Cette fois, c'est Luis Carlos Bresser Pereira. Vous êtes brésilien, vous avez été plusieurs fois ministre dans votre pays dans les années 80 et 90. Vous avez été notamment ministre des Finances lorsque le Brésil a restructuré sa dette. Vous enseignez aujourd'hui à la Fondation Geluto Vargas à Sao Paulo. Voilà, vous êtes donc notre expert étranger. Je sais qu'aussi, parce que je vous ai lu d'ailleurs, y compris dans une interview que vous aviez donnée au journal Le Monde en 2012, vous êtes très critique sur la manière dont l'euro a été construit. Je pense d'ailleurs qu'il y aura un certain consensus pour dire que, avec le recul, on se rend bien compte aujourd'hui des erreurs initiales. Et vous pensez, de façon un peu provocante, vous ne serez d'ailleurs peut-être pas le seul dans ce panel, vous préconisez une sortie organisée de l'euro, c'est votre expression. Je vous laisse expliquer pourquoi. Vous avez 5-6 minutes, et puis on va essayer aussi, comme dans la première table ronde, de vous donner la parole, que vous puissiez vous aussi poser vos questions à nos invités. C'est à vous. Oui, c'est vrai que je défends une sortie de l'euro. Parce que, d'abord, une chose, cette crise que nous avons ici, ce n'est pas une crise européenne, c'est une crise de la zone euro. Et dans la zone euro, c'est une crise du sud de la zone euro. Donc, c'est une chose bien précise. Il y a, bien sûr, la grande crise générale du capitalisme. C'est tellement forte comme la crise de la zone de l'euro. La cause de la crise n'est pas essentiellement fiscale, ou n'est pas originellement fiscale. La cause de cette crise est un déséquilibre des taux de change internes. Et le fait que les taux de change des pays du Sud ça a assez surévalué en relation du Nord, parce que les coûts unitaires du capital, ça veut dire la relation salaire-productivité, a augmenté dans ces pays du Sud en comparaison avec les pays du Nord de l'Europe, de la zone de l'euro. Et ça, le résultat de ça, c'est une baisse de la compétitivité de ces pays. Quand cette baisse de la productivité provoque donc un augment, des grands déficits en compte courant et l'augmentation de la dette et finalement la crise financière. Ça, c'est la crise de l'euro essentiellement. Par exemple, l'Espagne, elle avait un déficit public beaucoup moins grand, plus petit, que la France ou l'Allemagne avant la crise. Et l'Irlande, c'est la même chose. Donc, c'est la cause de la crise. Il y avait deux solutions. Une solution, c'était une sortie ordonnée de l'euro. C'est ça que j'ai défendu, c'est ça que Jacques Mazier, qui est à ma gauche là, a très bien écrit et fait des propositions très intéressantes. Et j'ai écrit sur cela depuis le début de la crise. J'ai découvert que la monnaie, l'euro, ça en 2012 ou 2011, était une monnaie étrangère. Et donc, à mon avis, ça serait beaucoup plus intelligent de la part de tous les pays de l'euro de sortir d'une manière organisée. C'est la meilleure manière de sauver, de préserver l'Union européenne.
Parce que c'est seulement un pas derrière pour avancer après. Mais maintenant, I give up. Hein? Comment on dit ça en français? Abandonné. J'ai abandonné cette idée. Non, not abandonné vraiment. Give up. Non. mais je crois que ça n'a pas arrivé. Bon. Les Européens ne veulent pas, ils veulent être comme cela. Les riches veulent avec de bonnes raisons, les pauvres avec de mauvaises raisons, mais ils veulent rester comme cela. Donc, s'ils veulent rester comme cela, ils ont choisi les coûts sociaux plus grands. Mais de toute manière, avec la solution qui a été choisie, c'est l'austérité. Et l'austérité, ça veut dire la dépréciation interne. Donc, elle est directement dirigée à résoudre les problèmes. Mais d'une manière extrêmement coûteuse du point de vue économique et du point de vue humain. Cette politique a d'une certaine manière marché. Il y a un pays comme l'Espagne, par exemple, qui a avancé beaucoup dans le rééquilibre de sa compétitivité. Donc, quoi faire maintenant si la situation est de rester avec l'euro? Ce que je vois toujours, c'est moins d'austérité. Essayez de parler un petit peu. Voilà. Des paroles. Moins d'austérité. OK, très bien. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est moins d'austérité parce qu'on a arrivé déjà à des résultats. Et pourquoi l'austérité, très bien, soit pour faire les rééquilibres de compétitivité, mais non aussi faire résoudre la fiscalité des grands pays comme l'Irlande ou la Grèce. Pour cela, il faut adopter des politiques de restructuration des discomptes dans la dette. Et en relation à les contrôles de ce système, ce que la communauté européenne a décidé depuis le début de l'euro, c'était un contrôle du déficit public et un contrôle du taux d'endettement de l'État. Ce n'est pas suffisant, pas du tout. Si nous voulons aussi, vous voulez rester avec l'euro, il faut, au-delà de ça, avoir un contrôle très fort de la compte courante. Parce que c'est dans la compte courante qu'apparaît ce déséquilibre de compétitivité. Et donc, il faut avoir un contrôle très fort de la relation du coût unitaire du travail de chaque pays en relation aux autres. Parce que un pays peut avoir une croissance des productivité plus petite que l'autre. Mais si ça arrive, il faut que ce salaire aussi croisse moins. Donc, il faut une forte planification ou administration du système pour rester avec l'euro. Merci. Merci, monsieur. En plus, vous avez tenu parfaitement les délais. On peut l'applaudir. Merci. On voit bien en tout cas que votre dernière solution demanderait une coordination très intense, très systématique finalement de la politique économique de la zone euro. Et on sait bien que cette coordination est un sujet depuis le début du lancement de l'euro et qu'on a un mal fou à la faire. Jacques Mistral, vous pensez qu'il faut continuer dans l'euro. Hein, il faut continuer ensemble. Vous êtes membre du Cercle des économistes, vous avez été conseiller de Michel Rocard à Matignon, puis de Laurent Fabius quand celui-ci était ministre des Finances à Bercy. Vous avez été aussi conseiller financier à l'ambassade de France à Washington. Et vous pensez qu'en fait, nous ne sommes pas condamnés à la stagnation. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle, a priori. Je ne pense pas du tout. Alors, c'est très bien de commencer comme ça, parce qu'effectivement, je suis assez en désaccord avec ce qui vient d'être dit, tout en reconnaissant la validité des arguments. Mais je pense, pour l'intérêt du débat, qu'il ne faut pas reprendre les choses une par une, les finances publiques, les coûts salariaux, les taux de change. Et donc, je vais plutôt développer une idée complémentaire et fondamentalement opposée et optimiste, quand même, sur l'avenir de la zone euro. Juste en titre d'anecdote, ce matin, en écoutant France Inter,
Très bonne radio. Très bonne radio. Et n'ayant pas encore lu le Monde sur un point particulier, j'ai entendu Mathieu Pigasse, directeur général de Lazare Frères, tenir sur la situation en Grèce et les issues possibles, un discours que notre ami Dominique Plion n'aurait probablement pas renié. Et je me suis dit... Il y a des alliances assez étonnantes. Il y a deux choses à en conclure. Premièrement, c'est que Lazare Frères est donc le conseil du nouveau gouvernement grec. Et deuxièmement, que ça fait des rapprochements très inattendus. Cela dit, pour l'auditeur de France Inter, qui est peut-être moins cynique que moi, c'est paradoxal, cette situation dans laquelle de attaque à Lazare Frères, tout le monde semble d'accord sur les solutions. Comment l'auditeur de France Inter, le lecteur du Monde ou d'Alternative économique, peut-il comprendre que les choses soient si complexes si on lui dit qu'au fond les solutions sont simples et, comme disait Mathieu Pigasse, il n'y a qu'à. Alors, c'est un peu ça que je voudrais éclairer. Pourquoi les choses sont si complexes ? Bien, c'est une question un peu d'institution et de la façon dont on gère le temps, le passé et l'avenir. Et la réponse simple à cette question de la complexité, c'est la suivante. En termes économiques, pas en termes politiques, j'y viendrai dans un instant, mais en termes économiques, c'est la suivante. C'est que, au fond, le problème principal aujourd'hui n'est pas la dette passée, malgré les apparences. C'est pas la dette passée parce que ceux de nos collègues, et ils sont nombreux, qui expliquent dans les radios que, de toute façon, la dette n'est jamais remboursée, qu'elle est toujours renouvelée, etc., ils ont raison. Ils ont raison, la dette n'est jamais remboursée. Donc cette dette-là, elle ne sera pas remboursée plus que les autres. La dette grecque, pas plus que la dette française accumulée depuis. Donc il y a quelque chose de vrai là derrière. Mais il y a quelque chose de faux aussi. C'est-à-dire que le vrai sujet, c'est pas la dette passée, c'est la dette future. C'est à quel rythme va-t-on, à partir du point où l'on en est, à quel rythme va-t-on continuer à accumuler de la dette ? Et là, il y a deux solutions. Soit on a compris les leçons du passé et on change de cap, soit pas. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que si on ne change pas de cap, alors les conditions de financement de la dette passée sont terribles. Parce qu'effectivement, non seulement c'est un fardeau insupportable, mais en plus, plus personne ne veut venir financer la dette nouvelle. C'est ce qui s'est passé pour les pays du Sud. Et la seule condition pour qu'on puisse renouveler le financement de cette dette passée, que ça ne soit pas un problème, c'est de donner des garanties sur le fait que la dette future sera beaucoup mieux gérée. Et peut-être suffit-il d'un bon discours, car la France, pour l'instant, par exemple, a un déficit qui est aussi élevé aujourd'hui qu'il était il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Donc il n'y a aucun résultat sur les déficits. Mais le discours qui l'accompagne est résolument orienté vers le fait qu'on va faire tous les efforts possibles pour y arriver. Mais la dette continue aussi. Hein. Et la dette continue aussi. Et la dette passée est financée à des taux incroyablement bas, simplement parce qu'on annonce que dans le futur, les choses iront mieux. Voilà. Alors, comment cet équilibre entre le passé et le futur peut-il être tenu ? Il est tenu par les institutions, comme dirait Dominique nous invitait tout à l'heure à mettre des institutions dans le jeu, tu ne seras pas déçu, donc je mets des institutions. Et les institutions qui sont nécessaires dans la zone euro pour faire ça, c'est d'aller au-delà de ce qui a été fait depuis 3 ans, 4 ans, qui est spectaculaire en termes de changement de cap, puisque tout ce qu'on a fait, on aurait pu le faire dans les années 90 avec la création de la monnaie unique, on ne l'avait pas fait. Donc tous les instruments de gestion de crise, on les a créés, mais là on est un peu bloqué. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont besoin, pour aller plus loin, de partenaires crédibles. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai expliqué la question de la dette future, c'est qu'ils ont besoin de partenaires crédibles pour ce qui est de l'accumulation des dettes futures, parce qu'ils veulent bien prendre en charge la solution des problèmes hérités du passé, puisque de toute façon, là, il n'y a rien à faire, il faut vivre avec. Mais ils ne vont pas prendre en charge l'avenir des finances publiques de la moitié de l'Europe avec leurs petits bras musclés. Et c'est là que les institutions sont défaillantes, c'est là que les choix politiques ne sont pas toujours satisfaisants, parce que l'Allemagne a besoin de partenaires crédibles, et je pense qu'il faut que je m'arrête. Hein, je dois continuer. Allez, une minute encore, une minute. Encore une minute. Bon, donc... Non, ou alors on s'arrête. Non, mais je vais m'arrêter, et puis je reprendrai plus tard. Et donc, on en est à un point où ce que l'on cherchait à construire depuis quelques années, c'est-à-dire à mettre en place des mécanismes dans lesquels les pas en avant de l'Allemagne pour prendre des risques qu'elle n'aime pas, elle n'aime pas assurer les risques du Fonds européen de stabilité financière. Elle déteste le fait que la Banque centrale européenne ait été amenée à faire tous les pas qu'elle a fait, mais elle les a acceptés. C'est l'Allemagne qui a pris le plus de risques dans les affaires européennes, c'est clair. Mais pour faire un pas supplémentaire, il fallait continuer à créer un climat de confiance,
avoir des partenaires crédibles et à mettre sur pied des institutions efficaces. De ce point de vue, je redoute, contrairement à beaucoup de mes collègues qui sont très optimistes sur ce qu'apporte Syriza, je regrette et je pense que c'est plutôt un pas en arrière qui a déstabilisé le cheminement sur lequel on était. Merci Jacques. On va poursuivre avec vous, Denis Ferrand. Vous êtes directeur général du COE Rexecode. C'est le premier centre privé de recherche en économie, proche de la Chambre de commerce et du MEDEF. Vous êtes spécialiste de l'analyse des conjonctures économiques et vous avez aussi travaillé sur la zone euro. Alors pour vous, il n'y a pas de marche arrière possible. Bien évidemment, même si l'idéal initial de la convergence, on a pensé longtemps que l'euro allait harmoniser les économies européennes, mais en fait, l'euro a accru les différences et on est aujourd'hui dans une situation là-dessus extrêmement préoccupante. Tout à l'heure, Jean-Hervé avait parlé d'utopie. D'utopie que l'on pouvait avoir au niveau de l'économie mondiale. Et la construction européenne a, d'une certaine manière, reposé un peu sur un mythe. Pas sur une utopie, mais sur un mythe, le mythe de la convergence. Cette convergence qui allait se faire parce qu'on se dotait des outils qui, presque spontanément, allaient faire en sorte que les niveaux de revenus allaient converger. Et de fait, la convergence a existé. Elle a existé pendant, 7-8 ans, mais elle a complètement éclaté derrière l'éclatement de la crise de la zone euro. Et quand vous regardez aujourd'hui, il y a on est à 15 ans, l'euro existe depuis 15 ans. 15 ans après, quand on regarde par exemple un indicateur assez basique qui est le salaire moyen par tête en Grèce, en 1999, au moment où on a introduit l'euro, ce salaire moyen par tête, il était à 56% du salaire moyen par tête en Allemagne. Il a convergé à 71% en 2007, il est revenu aujourd'hui à 56%. Donc tout le chemin de la convergence qui avait été effectué, alors là je le dis dans le cas de la Grèce, mais le pays qui a le plus perdu depuis la création de l'euro, c'est pas la Grèce, c'est l'Italie. L'Italie est le seul pays de la zone euro à avoir un PIB par habitant inférieur à celui qu'il avait Pardon, je vous initialement. interromps parce que c'est très intéressant. En préparant ce débat, Denis, vous aviez repéré qu'en fait, si on prend l'indicateur du PIB par habitant, il y a 3 gagnants dans l'Union, dans la zone euro, les 3 gagnants depuis 99. S'il y a des étudiants dans la salle, c'est un truc qu'il faut garder pour le bac ou pour les études pour la suite. Les 3 pays, c'est donc les 3 perdants, c'est le Portugal, la Grèce et surtout l'Italie que vous avez mentionné, dont le PIB par habitant est inférieur au niveau de 99. Je trouve que c'est extrêmement spectaculaire. Et les gagnants, eh bien, c'est le Luxembourg, l'Irlande et l'Allemagne. Et l'Allemagne, puisque s'il y a eu une convergence qui s'est effectuée dans le cadre de l'Union européenne, c'est un peu la convergence des activités de production. Ce que l'hypercompétitivité qui est intervenue en Allemagne a conduit vraiment à l'exercice d'une force très centripète qui a concentré les activités économiques au cœur de l'Allemagne. On se retrouve ensuite avec des territoires qui sont en déprise économique. Et c'est de cet ensemble très hétéroclite dont il faut essayer aujourd'hui de faire quelque chose qui fonctionne. Alors, qu'est-ce que l'on a mis en place depuis maintenant quelques années, depuis qu'a intervenu cette crise? On a mis en place, de fait, des outils d'une solidarité, mais d'une solidarité dans la méfiance. Ces outils de solidarité, on les connaît tous, c'est le FESF, c'est le MES. On a aujourd'hui des outils que l'on essaye de mettre en place qui sont des pistes autour de l'Europe sociale. Il y a le thème, par exemple, de l'assurance chômage européenne, qui est un thème qui monte, où on essaye de mettre en place des outils de solidarité ensemble. Mais des outils dont rien ne garantit qu'ils ne consisteront pas en des transferts permanents. Et c'est bien là la difficulté. La question fondamentale que rencontrent la réticence fondamentale des Allemands, c'est de ne pas se retrouver complètement liés dans un système où fondamentalement, ils sont toujours là, non pas avec leur casque à pointe, mais ils sont toujours là à casquer. Donc c'est quand même un peu leur grosse difficulté. Oui, je sais, c'était un peu facile, pardon. Non, elle était pas mal. Elle va rester, celle-là. Elle va rester. Donc c'est quand même un peu la grosse difficulté. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Jacques. Ceux qui ont fait les investissements les plus importants sur la période récente, ce sont quand même les Allemands. Et pour revenir justement sur ce mot de l'investissement, tout à l'heure, quand on parlait de la grande difficulté de l'économie mondiale qui est de l'absence d'avoir des gains de productivité, mais les gains de productivité, ils ne viendront qu'à concurrence de l'investissement que l'on voudra bien faire. La productivité, ça n'est jamais sui generis, ça dépend toujours de ce que l'on veut bien, des conditions que l'on veut ça la façonner. Et c'est véritablement l'investissement qui est fondamental aujourd'hui dans un objectif de reconstruction européenne, parce que l'euro est là,
Et j'imagine que les coûts de l'abandon de l'euro seraient prohibitifs au regard des gains que l'on aurait à sortir de l'euro. Donc l'euro est là, il faut se donner les moyens pour que, eh bien, désormais, il puisse fonctionner. Ça passe fondamentalement par l'investissement, bien entendu, mais l'investissement comment? L'investissement, déjà, tout à l'heure, Jean-Hervé, tu parlais de l'épargne à risque, un peu de la rémunération de l'épargne à risque. Quand vous regardez sur les 2 dernières années, sur quel type d'actifs fallait-il être investi? C'était sur les obligations. Il fallait détenir des obligations européennes, c'est ça qui rapportait plus que la détention d'actions. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une question de la rémunération du capital qui doit être posée. Une question de la rémunération du capital qui est aussi une question de la rémunération après fiscalité, puisque la fiscalité du capital se retrouve dans des niveaux extrêmement élevés. J'ai l'impression que le micro ne marche plus. Si on vous entend, on vous entend très bien. Donc on a quand même aussi cette question qui doit être posée derrière la question de l'investissement, c'est comment faire en sorte que cet investissement dégage les garanties de sa rentabilité. Et puis cette question de l'investissement pensé à l'échelle européenne, c'est vraiment une question sur l'irrigation du territoire économique, alors même que ces territoires, même techniquement, ne sont pas interreliés. Par exemple, si on prend le cas de l'Europe de l'énergie, c'est simplement un non-sens. Vous n'avez pas d'interconnexion des réseaux. Donc il y a déjà des projets trans-européens qui sont à imaginer, qui peuvent être déjà des vecteurs d'une plus grande cohérence des systèmes productifs, d'une meilleure articulation entre eux. Et puis il y a aussi une question qui m'apparaît encore plus non, mais en tout cas qui m'apparaît devoir être ancrée dans nos réflexions, c'est celle qui tient à l'évolution de l'économie du numérique. Qu'est-ce que c'est que l'économie du numérique si ce n'est la situation où celui qui capte la marge, et les économistes sont toujours réticents quand il s'agit de parler de la captation de la valeur, mais il me semble que c'est une question qui est fondamentale, notamment dans le contexte de l'économie numérique. L'acteur qui aujourd'hui capte les marges, ce n'est plus l'acteur qui produit, mais c'est l'acteur qui met en relation les acteurs entre eux, qui met en relation une offre et une demande. En gros, c'est Google plutôt que le fabricant de voitures qui captera la marge quand que Google aura été investi dans l'automobile sans chauffeur. Donc on a un véritable enjeu qui est aujourd'hui le problème de l'absence de l'Europe dans la question de cette nouvelle étape des systèmes productifs, de cette nouvelle étape où le numérique va être un agrégateur de valeur et va être surtout un capteur de valeur. Et aujourd'hui, je ne crois pas que l'Europe soit la mieux positionnée pour pouvoir capter tous ces avantages. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Ok, avant de poursuivre, juste, Jacques, je m'étonne quand même que ni Denis ni vous n'ayez vraiment parlé de la Banque Centrale Européenne. Elle fait l'actualité en ce moment, elle a été très au-delà de son mandat, en tout cas de la lettre de son mandat. Elle a montré finalement un certain pragmatisme, elle s'est engagée dans des politiques expansives, accommodantes, comme disent les économistes. Est-ce que finalement, est-ce que la solution ne passe pas aussi par elle, ou alors peut-être porte-t-elle trop de responsabilités face à ce que vous avez dit, notamment de la responsabilité des politiques qui ne donnent pas assez confiance aux uns et aux autres? Bon. La Banque Centrale Européenne, à mes yeux, a fait un travail absolument exemplaire depuis 5 ans. Elle a été conçue selon un modèle dont il faut... et la moyenne d'âge de l'assistance me laisse penser que certains se souviennent de ce qu'était la Bundesbank. Donc elle a été conçue selon le modèle de la Bundesbank. Ces statuts ont été rédigés par les experts allemands pour que l'Allemagne retrouve, après Maastricht, une banque centrale conforme à sa culture monétaire. À sa culture monétaire. Tout ce qu'elle a fait depuis 5 ans, elle l'a fait en s'écartant pas à pas de l'interprétation stricte de ce mandat. C'est exemplaire parce que sans elle, nous serions dans une situation infiniment pire que celle que nous connaissons, une situation de désordre monétaire et financier dans lesquels les PNB se seraient effondrés les uns après les autres, etc. Et elle l'a fait de son propre chef, c'est-à-dire que il a fallu que ce soit Jean-Claude Trichet, dont les responsabilités sont souvent très décriées, il a fallu que Jean-Claude Trichet sermonne les chefs d'État et de gouvernement pour les convoquer en leur disant nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir et maintenant les décisions sont dans vos mains. Et c'est là, derrière cette étape, que s'est trouvé le premier sommet de la zone euro qui avait été convoqué à la surprise générale à Paris par Nicolas Sarkozy. Donc la Banque centrale a eu ce comportement et elle est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle a adopté le gigantesque programme dans lequel elle s'est lancée depuis le mois dernier, qui n'a que de très lointains rapports avec ce que l'on souhaitait d'elle en Allemagne au début.
début. À un détail près, c'est qu'elle a toujours fait cela en parfaite conformité avec les statuts qui la régissent. Elle en fait une interprétation très audacieuse, mais ça a toujours été fait en parfaite conformité. Et en particulier, la Cour constitutionnelle allemande que les gouvernements avaient sollicité lui a donné raison pour l'instant. C'est plus subtil. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle allemande a dit, selon nous, c'est dégueulasse ce que fait la Banque centrale européenne, mais il se trouve que c'est pas à nous de juger. Et elle a renvoyé à la Cour centrale, la Cour de justice européenne, qui elle a dit, c'est de sa responsabilité de trancher cette question. Donc c'est très subtil, et elle a appliqué son mandat parce que maintenant, nous sommes avec une menace de déflation, et c'est face à cette menace de déflation, exactement comme la Fed aux États-Unis d'ailleurs l'avait fait, c'est la menace de déflation qui dit nous nous écartons de l'objectif qui nous a été fixé par les traités, donc par les gouvernements, par les peuples, qui est à peu près 2%, nous nous en éloignons dangereusement, et donc je mets tout ce qui est en mon pouvoir en œuvre pour revenir à mon mandat. Merci de toutes ces précisions. Xavier Rago, vous êtes président de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous avez été conseiller d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif pendant plus d'1 an. Vous êtes aussi chercheur au CNRS et vous avez travaillé aussi dans le privé à Saint-Gobain. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette première partie de discussion ? Oui, assez, notamment avec le premier intervenant. Mais j'aimerais revenir sur cette question du problème central que l'on a à résoudre dans la zone euro, qui est effectivement la divergence interne depuis la zone euro. Mais en fait, c'est avant la zone euro. Et je pense que c'est important de partir au problème fondamental de la création de la zone euro, qui a été le suivant, c'est qu'il y a eu un deal un peu maléfique, on le sait, entre Mitterrand et Kohl, réunification allemande face à convergence rapide à la zone euro. La gestion calamiteuse de la réunification allemande, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté massivement les salaires à l'Est, fait qu'il y a eu un transfert colossal d'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est. 1 000 milliards d'euros. 1 000 milliards d'euros, ça a été payé par les Allemands de l'Ouest, sans aucune solidarité européenne. Et 1 000 milliards d'euros, c'est 3 fois la dette grecque totale. D'accord ? Donc on discute avec les Allemands, ils disent on a déjà construit l'Europe, on a déjà payé 3 fois la dette grecque, peut-être vous pouvez payer un bout. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas réussi à tenir ces transferts. Donc en 95-96, ils ont décidé de grand débat national avec l'accord des syndicats, IG Metall, etc. Décentralisation massive des salaires. Et depuis 95-96, modération salariale allemande, comme jamais on en a connu. Les salaires sont restés plats. Donc ça commence en 95-96. On fait la zone euro avant l'absorption. La divergence continue. Et toutes les équilibres au sein de la zone euro se délitent petit à petit de l'intérieur du fait de l'absorption, de la réunification de l'Europe de l'Est, qui n'a pas été faite avant de faire la zone euro. Donc le problème de compétitivité qu'on dit en France, on a fait les calculs à l'OFCE, on peut en débattre, la France est surévaluée de 20% par rapport à l'Allemagne. Non, c'est l'Allemagne qui est vraiment sous-évaluée de 20% par rapport à l'entièreté de la zone euro, qui fait que son déficit commercial, son excédent commercial de 7%, il est astronomique, il n'a aucun sens. Il est supérieur à celui de la Chine. Enfin, l'Allemagne, c'est le pays le plus exportateur du monde. Donc, il exporte concrètement son chômage. C'est ça que ça veut dire. Il capte la demande mondiale pour produire en Allemagne sans augmenter les salaires. Donc, on a un problème de gestion de ce moment-là. Et le vrai problème de la compétitivité, c'est l'articulation des institutions clés du marché du travail, qui sont les institutions clés du capitalisme. C'est le mode de formation des salaires. Et c'est là-dedans qu'il faudra... Ce qu'on appelle la compétitivité en France... c'est factice, c'est vraiment refaire converger l'ensemble du mode de formation des salaires européens, français, allemands, vers la stabilisation de ces balances courantes. Et je suis d'accord avec le premier intervenant, que c'est les balances courantes le bon indicateur de tous les équilibres. Et en France, on a une tendance décroissante de la balance courante, qui est clairement les parts de marché mangées par l'Allemagne sur notre balance commerciale. Encore une fois, ce n'était pas intentionnel. C'est important de comprendre ça. C'est la mauvaise gestion de la réunification allemande. C'est important parce que ça permet de discuter sur des bonnes bases avec nos amis allemands. Oui, c'est pas une. Voilà, faut pas c'est faire pas un procès qu'on ferait aux Allemands. Donc, où on en est ? Il faudra corriger cette institution clé, le mode de formation des salaires. Je pense qu'on va rentrer pour sauver l'euro, et on en a conscience. L'Allemagne en a conscience. Ils ont introduit le SMIC. Ils le savent. Ils savent qu'il y a une telle pression de l'Allemagne de l'Est, il faut qu'ils introduisent le SMIC pour faire augmenter les salaires.
Il y a des tas de débats internes sur les exemptions, mais il y a eu certaines grèves là encore dernièrement voilà. Qui montrent mais qu'il y le a une SMIC pression augmenté, sur les et salaires. c'est la meilleure nouvelle européenne. Ils ont accepté de faire un SMIC alors que c'est pas du tout dans leur culture. Ils ont une culture de décentralisation, dialogue social. Donc il y a des efforts allemands et il faut continuer dans ce sens-là. Mais je pense qu'on va rentrer dans une phase européenne sur le mode de formation des salaires, sur le mode des déficits, où on va avoir une nouvelle phase d'insertion des États dans l'économie, contre le dogme européen qui est le marché unique. On pensait que le marché unique allait tout faire converger. Marché unique, banque centrale indépendante et discipline fiscale, grosso modo, la discipline de marché allait tout faire converger. C'est l'échec fondamental de cette idéologie qu'on assiste. Donc on va arriver dans une autre phase d'insertion des États dans l'économie. Sur le mode non keynésien, c'est non aussi la gestion de la demande. Il faudra aussi gérer la demande, mais aussi gérer les dimensions de l'offre, les dimensions du rapport social. Et il y aura, je pense, l'émergence d'un dialogue social européen avec les syndicats pour refaire converger les modes de répartition du revenu pays par pays. J'y milite. On peut rentrer dans le débat, c'est la réforme du semestre européen. Enfin, ça marche au sein de cette machine énorme qui est les règles européennes, le six-pack, le two-pack, le fiscal compact. Enfin, c'est l'horreur absolue des règles européennes. Mais il faut un peu tremper les mains là-dedans pour trouver un mode réel de dialogue objectif pour gérer, la demande européenne, et pas gérer pays par pays en étant punitif, mais gérer la demande européenne pour augmenter la demande et lutter contre la déflation. Gérer la demande. 2, gérer la convergence des salaires. Il faut faire les deux, sinon on se trompe. Si on fait que l'un et sans l'autre, la crise sera dans 5 ans. On gagne 5 ans, mais la crise sera dans 5 ans. Et 3, gérer les stocks de dette, bien évidemment. Alors, c'est pas un défaut coordonné sur les dettes. Un défaut, c'est quoi? Moi, j'appelle ça le défaut sur les dettes, j'appelle ça la taxe Piketty. C'est que, grosso modo, un défaut sur les dettes nationales, c'est taxer les riches. Parce que c'est les riches qui détiennent la dette. Donc, c'est pas le mode optimal. On préférait une solution directement fiscale pour gérer les dettes. Quelqu'un va payer ses dettes. S'il y a un défaut, c'est les détenteurs de la dette qui vont payer ses dettes, c'est comme si on les taxait. S'il y a une restructuration des dettes, ça va être les générations futures, alors ce qu'on veut que ce soit nos enfants. Et si on ne fait pas ça, c'est les générations actuelles qui vont payer les dettes. Donc la seule question, c'est qui va payer les dettes en Europe? C'est la seule question intéressante. Et là, on voit, c'est une question politique qu'il faut poser politiquement en termes de solidarité européenne. Quel est le degré de souffrance qu'on va imposer aux Grecs? Quel est le degré qu'on va imposer aux Allemands, vu les efforts qu'ils ont faits, aux Français, etc. Donc il faut politiser cette question et sortir des débats techniques de la question de la dette. C'est qui va payer et quel est l'effort qu'on va faire collectivement pour sortir de ces dettes du passé. Et c'est la seule façon de construire les modes d'engagement dur qu'appelle Jacques Mazier. Il faut au préalable gérer ce stock de dettes passées. Jacques Mistral, pardon. Jacques Mazier sera autre chose. Absolument. Merci à vous, Xavier. Dominique Gauthier, vous êtes senior partner au sein du cabinet de conseil Roland Berger Stratégie Consultant. Vous avez une longue expérience de conseil de direction générale. Peut-être qu'on va entendre aussi avec vous ce que disent un peu les entreprises sur le sujet. Ce que disent les entreprises. Je voudrais juste, avant d'évoquer ce que disent les entreprises sur le sujet, revenir sur ce que vous avez mentionné, divergence, convergence. Effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, mais je crois que l'euro a accéléré la divergence d'économies européennes qui étaient insuffisamment préparées à la convergence. Il y a quand même des effets de convergence qui ont été bénéfiques. Les taux d'intérêt à long terme ont été divisés par 2 dans la zone euro, l'inflation a été divisée par 2 dans la zone euro, les échanges intra-zone euro sont passés d'à peu près de la valeur d'un quart du PIB à un tiers du PIB de la zone euro. Donc il y a eu des effets positifs qui effectivement ont été annihilés très très vite par la crise financière. Mais je crois que ce qui est intéressant de relater, c'est aussi la manière dont les gouvernements de l'époque se sont saisis de l'euro pour conduire des politiques qui n'ont pas été ordonnées. Donc des politiques qui finalement étaient assez opportunistes dans le sud de l'Europe, qui bénéficiaient à la fois d'un accès au crédit très facile, d'une inflation plus basse, etc. Donc ça a donné le boom de la construction en Espagne, le boom de la construction de headquarters, pour revenir aux entreprises, en Irlande. Et puis ça a donné, à contrario, de manière assez intéressante, dans les pays du Nord, de manière un peu post-traumatique. C'est vrai, je pense que pour les Allemands, Roland Berger, c'est une société qui a ses origines allemandes, il y a eu un traumatisme de l'intégration allemande très très fort, et une volonté très très vite de passer à autre chose. Et de passer à autre chose, c'est-à-dire à la compétitivité. Et très vite, finalement, c'est l'agenda 2010, c'est les lois Hart, etc., etc. Et c'est un regain très 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 important de compétitivité allemande sur les 10 ans.
Et ça donne effectivement 217 milliards d'euros d'excédent commercial, hein, si j'en crois et un les derniers déséquilibre très chiffres. fort Et un déséquilibre très fort pour la France. C'est vrai aussi pour la Suède, hein, qui a connu une révolution en matière de protection sociale dans les années 2000. Après avoir effectivement constaté qu'elle ne pouvait pas financer son système de protection sociale, tenant compte du vieillissement de la population. Donc il faut voir qu'on est sur une zone qui est hétérogène en termes de dynamique économique, mais aussi en termes de dynamisme démographique. Toute l'Europe vieillit, bien sûr, mais l'Allemagne vieillit un peu plus vite que les autres pays. Donc je crois que il ne faut pas non plus être pessimiste. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur les Européens ont été quand même capables de réagir par rapport à la crise très, très, très significative. Crise politique, crise sociale, crise économique. Hein, c'est les décisions qui ont été prises en matière effectivement, le semestre européen, les mécanismes de solidarité financière, l'union bancaire, etc. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte... parfois trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard, peut-être, mais rendons grâce quand même au pouvoir politique d'avoir su réagir, d'avoir construit des mécanismes innovants. Donc c'est pour ça que moi je reste optimiste. Qu'est-ce que les entreprises, pour répondre à votre question, pardon d'avoir été long dans mon introduction, mais je crois que les entreprises, elles craignent... Le pire qui pourrait leur arriver, c'est probablement un démontage, le grand démontage, comme dit Pisani-Ferry, de la zone euro. Je crois que c'est quelque chose dont elles ont très peur en Europe de manière générale. Je pense qu'elles souhaitent plutôt effectivement que les pouvoirs publics européens se saisissent de cette question en construisant des solutions innovantes. Hein. Alors, c'est probablement pas le fédéralisme parce que c'est trop compliqué, même s'il y a de nombreux rapports qui appellent à davantage de fédéralisme. C'est probablement pas non plus le scénario tendanciel parce que ça, c'est un scénario qui est politiquement injouable. Hein. C'est le scénario qui conduit à Syriza et à Podemos. Mais au passage, Syriza ne demande pas la sortie de l'euro. Hein. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. Donc, c'est un scénario moyen qu'il faut construire, hein, peut-être sur la base des contrats qui ont été proposés par le gouvernement allemand, hein, donnant-donnant. Finalement, l'Europe, elle s'est construite un peu comme ça, hein, donnant-donnant. Donc, bâtir des contrats, effectivement, entre les pays du Sud, dont il faut absolument, effectivement, redynamiser les économies. Hein, c'est l'enjeu majeur. Hein, donc, peut-être, effectivement, contrôler les politiques d'austérité dans une certaine mesure, mais aussi donner de l'espoir, investir. On a parlé d'investissement tout à l'heure. On ne peut pas laisser... des millions de jeunes Européens sans emploi et sans espoir de prospérité. Merci Dominique. Alors le grand démontage, on va en parler avec vous, Jacques Mazier. Vous êtes membre des économistes atterrés, donc un groupe qui s'est fait connaître en 2010 avec un manifeste qui est resté assez fameux et très critique des politiques européennes qui étaient suivies et qui sont toujours suivies. Et vous pensez que l'euro nous prépare une mort à petit feu. Vous, le grand démontage, ça ne vous fait pas peur? Disons qu'elle nous prépare. Ça marche, allez-y. Parlez bien. On est déjà en train de mourir à petit feu. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe en Espagne, au Portugal et en Grèce, si c'est né la mort à petit feu. Donc, parlez bien près du micro, Jacques. Alors donc, oui, moi j'ai un point de vue, j'en suis navré, un peu extrémiste, mais je pense qu'on a mis en place une monnaie unique il y a 20 ans dans une Europe qui n'était absolument pas prête à ça. Et on en paye actuellement les conséquences. Alors, un des points, évidemment, bien connu, c'est que pour qu'une monnaie unique marche, il faudrait qu'il y ait un fédéralisme budgétaire. Et ceci est tout à fait hors de question, puisque les pays européens ne sont absolument pas prêts à cela. Et donc, on a espéré que l'on arriverait, en quelque sorte, à... vivre sans, disons, fédéralisme budgétaire. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est dans une impasse complète. Alors, quel est le substitut qu'on a trouvé? Alors, il y en a beaucoup, mais ça a été la dévaluation réelle. Hein. Donc, depuis 2008-2009, on impose la dévaluation réelle, qui a des effets pervers absolument catastrophiques. Qui ne, disons,
donne que des résultats extrêmement, disons, insuffisants. Donc on ne peut pas dire que ça soit, finalement, Patricia Pereira disait, bon, finalement, les Européens, s'ils veulent ça, bon, on vit avec ça. Bon, ça donne des résultats tout à fait catastrophiques. Alors, ce qu'on voit, c'est que pendant 10 ans, on a vécu avec, effectivement, on l'a dit, un nord de l'Europe qui était sous-évalué et le sud qui était surévalué. Ça implique des transferts implicites colossaux. Hein, c'est-à-dire que un euro-marque sous-évalué de l'ordre de 20 ou 25%, ça représente des transferts de l'ordre de 6 à 10 points de PIB par an en faveur de l'Allemagne. Et inversement, on a finalement une pénalité équivalente pour des pays comme la France ou comme l'Espagne à l'époque. Ça veut dire que, en fait, disons, les pays surévalués vivent avec un boulet au pied. Alors, on peut vivre évidemment avec un boulet au pied, mais on vit très mal. Alors, on a, face à cette situation, finalement, sur laquelle beaucoup de gens s'accordent, en quelque sorte, on dit il faut réformer, évidemment. Alors, ce qui a été dit là à plusieurs reprises, c'est bon, il faut pour fédéralisme budgétaire, politiquement, c'est pas du tout à l'agenda, mais par contre, eh bien, il faudrait faire donc des coordinations des politiques salariales, puisque c'est ça qui, en définitive, ferait que l'Allemagne fasse de la, disons, relance salariale, et puis les autres, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait ? Je signale que les seuls pays où il n'y a pas eu de déflation salariale, c'est la France et l'Italie. Bon. Et donc, il faudrait qu'en France et en Italie, on fasse de la déflation salariale. Et donc, il faudrait qu'on ait en Europe des institutions qui nous permettraient de faire ces coordinations en matière de politique salariale ou, plus généralement, en matière de politique économique, puisque on n'a pas de budget fédéral, mais on pourrait coordonner les politiques européennes. Alors, l'expérience montre que ça, eh bien, c'est des choses que l'on ne sait pas faire. Bon. Donc, je pense que c'est un peu rêver que d'espérer penser que de bonnes politiques économiques, grâce à des institutions européennes renouvelées, permettront, eh bien, disons, d'améliorer le fonctionnement. Je suis un peu schématique, mais je suis, disons, là-dessus très dubitatif. Alors, de même, une autre solution, on en parle beaucoup, grand programme d'investissement, hein, puisqu'on a un problème massif, on en a parlé tout à l'heure, de demande d'investissement. Et là aussi, les 30 ans finalement d'expérience européenne montrent que on ne sait pas faire des grands programmes d'investissement au niveau européen. C'est des choses qui aboutissent toujours à... Alors, il y a des petits éléments qui sont positifs, il ne faut pas rejeter, mais ceci n'est pas du tout à la hauteur, disons, des problèmes. Alors, quelquefois, on dit il faudrait... On a un problème de dette quand même. Alors, Jacques Mistral a finalement une vision assez optimiste, je vais trouver, de la gestion de la dette publique, parce que je crois que malgré tout, le fardeau pour un certain nombre de pays du Sud du Sud de l'Europe est difficilement supportable. Donc, il faudra bien... sans doute la restructurer, ça sera pas commode. Mais d'autres disent il faut mutualiser la dette. Et donc, ça, c'est un petit peu une espèce de recette magique. On dit si on mutualisait les dettes, en définitive, eh bien, ça serait une solution. Alors, bien entendu, mais quand on mutualise les dettes, eh bien, ça veut dire qu'il y a finalement un pouvoir européen de type budgétaire, fédéral, qui s'impose aux pays européens qui contrôleront leurs dettes, leurs déficits. Et on retrouve ce problème, finalement, du fédéralisme budgétaire. Une monnaie unique ne peut pas marcher si on n'a pas une forme de fédéralisme budgétaire et une dette véritablement fédérale. Et donc là, politiquement, il y a également finalement un blocage complet face à cette espèce de saut vers un fédéralisme budgétaire. Bon. Donc c'est pour ça, c'est que ma position n'est pas une position finalement un peu, dogmatique. Si je trouvais des solutions qui marchent, qui permettraient d'éviter la mort à petit feu, parce qu'actuellement, alors ça va fonctionner comme ça, c'est la mort à petit feu, un petit peu adouci, puisque l'euro va baisser, les prix du pétrole baissent, donc on va avoir un petit peu de marge de manœuvre, mais globalement, malgré tout, pour les pays du sud de l'Europe, c'est la mort à petit feu. Et j'ajoute que pour la France, eh bien, on ne s'est pas encore ajusté. Hein, parce que ça, on parle de rigueur en France, il n'y a pas de rigueur en France. Bon, donc c'est ça la réalité. Bon, donc,
l'avenir est quand même, disons, pessimiste. Hein. Et je trouve que dire, bon, finalement, on arrivera à trouver des compromis, des arrangements, je suis, disons, pessimiste. C'est pour ça que, eh bien, face à ça, je pense qu'il vaudrait mieux aller vers un système. On peut imaginer des systèmes où on garderait certains éléments de la construction européenne avec l'euro, mais on referait des euros nationaux et on garderait un euro global, ou bien on ferait un euro Bancor, ou bien autre solution qui serait peut-être la plus commode, ça serait que l'Allemagne quitte la zone euro, momentanément peut-être, oui, non, mais c'est ça. Le vrai problème, c'est la divergence. On a un bon plan, là. La divergence entre le bloc allemand et le reste de la zone euro est quelque chose de structurel. Enfin, on peut rigoler, mais c'est un problème majeur, Absolument. et qui s'accentue de plus en plus. Hein. Bon, toutes les prévisionnistes le montrent, ça s'accentue de plus en plus. Et donc, la seule solution, c'est pas avec des transferts qu'on va régler ce problème, c'est pas avec de la coopération, c'est pas avec du dialogue, non. Donc, une solution possible, ça serait que pendant une période de transition sans doute assez longue, eh bien, l'Allemagne... Ça va être votre mot de conclusion. ...se dégage de la zone euro et, en définitive, on aurait un fonctionnement plus équilibré. Alors, il y aurait une transition qui, de toute manière... Parce que je n'ai pas la naïveté de croire que c'est quelque chose qui serait simple. Je pense que ça ne pourra se faire que dans une... disons, crise sans doute bancaire et financière, mais eh bien, c'est sans doute un peu ce qui peut nous menacer. D'ailleurs, j'ai noté que Jacques Mistral, finalement, était un peu inquiet sur Syriza. Hein, et finalement, on aurait eu les autres, avec les autres, on arrivait à discuter, avec Syriza, ça devient plus gênant. Hein, c'est vrai. Je crois que c'est le risque, c'est terrible. Merci, je vous avais promis des questions de la salle, je suis désolé, le temps a tourné et malheureusement, je vais céder la place à Philippe Lefébure et ses invités pour parler de la France. Merci à vous et merci à tous nos invités.